Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous des discussions que j'ai eu la chance d'avoir avec deux personnalités arméniennes au sujet d'une question d'actualité brûlante qui est la situation dans le Haut-Karabakh où une guerre très violente s'est déroulée dans un certain silence international et en particulier en France puisque le sujet a été malheureusement totalement éclipsé notamment par les élections américaines. Donc je voulais avec vous finalement qu'on aille un peu plus avant pour savoir ce qui s'est passé, d'où vient ce conflit, la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les Arméniens et aussi d'imaginer ce qu'aurait pu être la parole et la place de la France dans ce conflit. Alors d'abord, je vous présente, si vous ne le connaissez pas, mais je pense que vous l'avez vu plein de fois au cinéma, Simon Abkarian, et bon, qui a une filmographie assez impressionnante, mais vu le sujet d'aujourd'hui, je voudrais quand même signaler, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, qui a donc incarné Misak Manoukian dans L'armée du crime de Robert Guédiguian en 2009, et puis aussi joué dans ce film qui retrace plusieurs générations par rapport à la reconnaissance du génocide arménien, Une histoire de fou, toujours de Robert Guédiguian, et donc je suis très heureuse que tu aies accepté ce dialogue et cette discussion. Et puis, à mes côtés aussi, Razmik Kecheyan, qui est sociologue et qui a notamment été remarqué pour son premier ouvrage Hémisphère gauche, enfin moi j'en ai en tout cas un souvenir important, et par son dernier ouvrage sur les besoins artificiels, qui est aussi tout à fait intéressant, mais qui par ailleurs, et ça fait partie de nos discussions amicales, est d'origine arménienne et finalement très impliqué dans ce qui se passe en ce moment en Arménie. Alors moi j'aurais tout simplement une première question, parce que je pense que pour y compris beaucoup de Français, les choses ne sont pas tout à fait claires, c'est d'où ça vient. Qu'est-ce qui s'est passé qui a déclenché à un moment donné cette guerre qu'on n'a pas vu venir, d'une certaine manière? Il faut au moins remonter aux indépendances des pays du Caucase, à savoir la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui existent à ce moment-là, que à ce moment-là, en tant qu'Azerbaïdjan. Il faut remonter jusque-là, au moment où Staline décide de, pas seulement d'ailleurs en Arménie et en Azerbaïdjan, mais dans plusieurs républiques, de séparer les populations, donc de laisser des populations se faire administrer par d'autres États qui sont pas du tout, comment dire, euh, faisant partie intégrante de cette nation autre. À savoir, il a laissé le Nakhitchevan aux Azerbaïdjanais et le Ralapar sous la pression, à savoir de Mustafa Kemal Atatürk, sous sa pression, parce que Lénine, naïvement ou pas, pensait qu'il pourrait trouver un allié potentiel en la personne de Mustafa Kemal, qui, somme toute, était un nationaliste et rien d'autre. Et donc, tu as une population qui est majoritairement arménienne, très majoritairement arménienne, dans cette région qui s'appelle le Haut-Karabakh, que les Arméniens appellent Al-Tsar, et qui est une région où la guerre a eu lieu, qui depuis donc les années 20, 21 plus exactement, je crois que c'est juin ou juillet 21, vit sur le territoire de l'Azerbaïdjan soviétique, mais qui reste majoritairement peuplé d'Arméniens. Et tout au long du XXe siècle, il va y avoir des expressions du sentiment national arménien à cet endroit-là, notamment à partir des années 60, et sentiment national qui va aller en s'affirmant à mesure que les décennies vont passer, et qui va réémerger très fortement au moment du démembrement de l'Union soviétique. Donc à partir des années 86-88, il va y avoir un mouvement national, disons nationaliste arménien, qui va, y compris d'ailleurs dans la diaspora, demander le rattachement de cette région du Haut-Karabakh à l'Arménie, parce que, encore une fois, pour des raisons démographiques, c'est une région qui est majoritairement peuplée d'Arméniens, et population majoritairement arménienne qui fait l'objet de pogroms réguliers dans cette région à partir des années 80, et notamment en 1988, dans une ville proche de Bakou qui s'appelle Sumgait, des pogroms extrêmement durs en temps de paix, donc c'est pas du tout des conflits armés à ce moment-là encore, et donc ça va déclencher ce qu'on appelle parfois la première guerre du Haut-Karabakh, qui va durer jusqu'en 1994, et la signature d'un cessez-le-feu qui va durer pendant 20-25 ans. Et ce à quoi on a assisté là en septembre, c'est à la résurgence de ce conflit qu'on appelle parfois conflit gelé, qui n'était pas vraiment un conflit gelé, mais qui a une sorte de cessez-le-feu pendant longtemps, qui pendant 44 jours eh bien, a fait rage et a tué des milliers d'Arméniens et d'Azerbaïdjanais d'ailleurs. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui, un cessez-le-feu a été signé, un deuxième cessez-le-feu donc a été signé sous l'égide de la Russie.
Et ce qu'on n'arrive pas forcément très bien à se représenter, c'est la violence incroyable de cette guerre, y compris avec le recours de nouvelles méthodes, si on peut dire, de façon de faire la guerre côté Azerbaïdjan, et des jeunes qui partent très jeunes et qui ne reviennent pas c'est pas tout à fait des tranchées, mais peut-être Simon, tu peux nous Si, raconter. c'est les tranchées. C'est les appelés de 18 ans ou de 19 ans qui sont la plupart d'entre eux nés en 2000, en 99, en 98, plus des volontaires qui remettent ça des anciens de la première guerre de 94. Je voulais juste faire une parenthèse par rapport à ça, c'est-à-dire que en fait, ce qui se passe en 88, c'est que l'Arménie, donc à partir du moment où l'Union soviétique est démantelée, chaque république est en droit légalement de demander son indépendance, voire son autodétermination, ce que fait le Ralapar, les gens du Ralapar. Et à ça répondent les Azeris par des pogroms à Sumgayat et ensuite à Bakou. Et du coup, les autres, voilà, prennent des armes. Enfin, sauf que ce qui déclenche exactement, c'est quoi le déclencheur? C'est le refus du gouvernement azerbaïdjanais de discuter de cette éventuelle autodétermination. C'est tout, c'est ça que ça déclenche, c'est un niet catégorique. Il faut savoir qu'en 1920, déjà les Azeris massacrent la population arménienne de Bakou, où ils font 20 000 morts, ils détruisent entièrement le quartier arménien à Chouchi, je veux dire, pas Bakou. Ils détruisent en 1920 déjà le quartier arménien de Chouchi, où ils font 20 000 morts. Moi, quand je suis allé à Chouchi, il y avait des gars un peu plus jeunes que moi, qui me racontaient des histoires de cette époque-là, qui dataient de cette époque-là. Donc ça va, c'est-à-dire que c'est vif, c'est encore vif à l'intérieur de ça. Alors, la violence des combats, elle n'est pas seulement à la hauteur des moyens que met l'Azerbaïdjan, mais aussi elle est à la hauteur de cette, c'est difficile de dire ça, mais de cette animosité, voire de cette haine qu'ils n'arrivent même pas eux-mêmes à s'expliquer vis-à-vis des Arméniens, parfois, qu'ils n'arrivent même pas eux-mêmes à s'expliquer. Donc elle est à la hauteur de ça, c'est-à-dire qu'il arrive sur ces garçons, et certainement des filles aussi, ces hommes, des armes, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression de se battre avec un bout de bois contre... C'est ça, c'est ça. Il y a une donne qui a changé avec cette guerre récente, c'est aussi que l'Azerbaïdjan a eu un soutien beaucoup plus affirmé, beaucoup plus explicite de la Turquie. Et que de toute évidence, l'Azerbaïdjan n'aurait pas lancé cette offensive du 27 septembre de cette année si Erdogan, dont on aura l'occasion d'en parler, je pense, dans la discussion, n'avait pas donné le feu vert, n'avait pas consacré à la fois des officiers, mais aussi du matériel militaire, et notamment des drones de fabrication turque, du côté azerbaïdjanais. Et donc on s'explique aussi cette brutalité de la guerre que tu évoquais, à l'appui de ce qui est la deuxième puissance militaire de l'OTAN, qui est une puissance depuis longtemps impérialiste ou néo-impérialiste dans la région du Caucase. Et donc il faut aussi contextualiser les choses, non pas seulement à l'échelle du Caucase au sens étroit, mais aussi plus généralement. Il y a une sorte de grand jeu entre grandes puissances, Russie et Turquie principalement, un peu en arrière-fond les États-Unis et l'Europe, qui permet de projeter un éclairage sur cette... Sauf qu'au démarrage du conflit, l'impression, en tout cas française, quand ça se déclenche, c'est précisément voilà, un conflit comme on en connaît pas mal à travers le monde, sur un territoire, deux populations qui se disputent ce territoire. Et donc, quelque part, l'idée que voilà, c'est une vieille parce que on parlait de conflit gelé, mais en tout cas, quelque chose qui vient de loin. Et donc, on renvoie un peu dos à dos à ce moment-là, et les Arméniens et l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire qu'on les Aziris, il n'y a pas de prise de position au démarrage, en tout cas en France, dans ce qu'on peut lire, pour l'un ou l'autre camp, alors que la façon dont là vous le présentez, c'est clairement une attaque des Aziris par rapport aux Arméniens légitimes dans leurs revendications. Et c'est ça qui est important de dire, c'est-à-dire que, parce qu'à la fin d'un conflit, il faut décider et désigner qui est l'agresseur, qui a commencé. Et les petites bagarres qui vont être de grandes bagarres à l'avenir, dans les jours qui viennent, dans les semaines, dans les mois qui viennent, va être de savoir qui a commencé l'agression, qui a... En tout cas, on sait qui a perdu. Oui. Parce que là, c'est clair. C'est les Arméniens, mais ce n'est pas que les Arméniens qui ont perdu. Je pense que c'est l'Europe aussi qui a perdu quelque part. Et son idée, justement,
d'universalité démocratique, tout ça, même si Autodétermination des peuples. oui, autodétermination des peuples, mais aussi cette utopie qui nous fait voilà, tous vivre et toutes vivre, qui s'appelle la démocratie. Voilà, après, elle est construite comme elle est dans certains pays comme on connaît, ou ici comme on connaît, et qu'on essaie d'améliorer comme on sait, comme on peut. Mais c'est cette idée-là qui est perdue. Et je pense que les Arméniens vont se tourner, bon, évidemment vers la Russie, mais je pense qu'ils vont devoir se tourner vers l'Asie, notamment vers l'Inde. Ils vont se détourner de l'Europe et notamment de la France. Et je comprendrais qu'ils le fassent. Parce que la France n'a pas pris position, en tout cas, on a eu l'impression de quelque chose non, la de neutralité, laisser faire, de neutralité. Voilà. Et de renvoyer, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur renvoyer dos à dos avec d'autres problèmes internationaux. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi laisser Erdogan faire, parce qu'il voit très bien ce qu'il est en train de se tramer, il voit très bien ce qu'il est en train de faire, et personne ne dit rien. C'est-à-dire que sur la Grèce, sur la Méditerranée orientale, on va voir ce que ça va donner. Moi, je crains que ça ira vers le pire, parce qu'il est dans cette dynamique-là. Cet homme-là fait ce qu'il dit qu'il va faire, et quand Atatürk dit « je ne veux plus du traité de Sèvres », eh ben, il passe outre, il le viole, et il est en train de dire « je ne veux plus du traité de Lausanne », et il passera outre. En tout cas, il va essayer. Et il y a une sorte de bis repetita de l'histoire qui est en train de se faire en ce moment, en la personne d'Erdogan. C'est-à-dire qu'il arrive à cristalliser toutes les paranoïas du monde musulman dans sa tête, et turco-islamique, je ne sais pas comment on appelle ça. Sauf que la force qu'il a vis-à-vis de l'Europe, c'est la frontière qu'il est censé assurer par rapport à l'arrivée des migrants. Mais ça, c'est pas sa force. C'est la faiblesse de l'Europe. Exactement. Mais c'est sa force parce que les Européens, je suis complètement d'accord, parce que les Européens et la France, pour parler de la France, a décidé que, ok, on ne devait pas s'affronter à Erdogan parce que en échange, il permettait de retenir les migrants arrivant sur le sol européen. C'est à partir de là aussi qu'on a vu la France et d'autres pays européens devenir des carpettes, je veux dire, vis-à-vis d'Erdogan. Alors, est-ce que c'est ça seulement qui explique? Est-ce que c'est simplement les relations avec la Turquie qui explique le silence gêné de la France, le manque de prise de position et de... Il y a un autre aspect de la chose, à mon avis, qui explique en partie ce que tu dis là, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que Erdogan, il est quand même affaibli dans son propre pays depuis quelques années. Son économie est dans un état désastreux, véritablement désastreux. Et sur le plan politique, il a perdu une série d'élections depuis 2016, y compris dans les grandes villes, Istanbul, Ankara, qui font que sur le plan de la coalition politique qui est la sienne, elle est beaucoup plus fragile aujourd'hui qu'elle l'était il y a 10 ou 15 ans. Sauf qu'ils font tous la même chose quand ils sont dans ce cas-là. Exactement, c'est là où ils font la politique internationale pour... Exactement, donc l'agressivité néo-impérialiste, elle s'explique aussi par le fait qu'il y a un affaiblissement évident de Erdogan en interne. Et donc tout ce discours néo-ottoman, y compris qui insiste, comme tu l'as très bien dit, sur l'islam comme ferment, comme facteur de cohésion de la Turquie. Tout ça, c'est quelque chose qui doit aussi s'expliquer, non pas parce que c'est un pouvoir fort, mais parce que c'est un pouvoir en déclin en réalité. Et donc, évidemment, je ne suis pas en train de parier sur la disparition d'Erdogan dans les années ou dans les mois qui viennent. Non. Et surtout pas sur le fait que les gens qui lui succéderont seront des gens préférables de notre point de vue. Sûrement pas, malheureusement. Mais c'est quand même, il faut prendre en considération cette dimension-là. Toute cette espèce toute cette agressivité néo-impériale renouvelée que l'on constate d'ailleurs non seulement dans le Caucase, mais aussi en Syrie et en Libye, ça s'explique aussi par des facteurs de ce genre. Et c'est classique, comme tu l'as dit. Et je sais, Simon, que tu as beaucoup de contacts avec des gens qui sont sur place. Est-ce que tu peux juste retracer un peu d'abord le sentiment de la défaite, le niveau du massacre, ce que ressentent aujourd'hui les Arméniens qui sont sur place? C'est très difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé sur le terrain. C'est très difficile de savoir parce qu'on se rend compte qu'il y a des villages qui n'ont même pas combattu, qui ont été rétrocédés ou cédés aux Azéris. La seule chose, le grand souci maintenant en Arménie qui est en train de préoccuper tout le monde, c'est de récupérer les prisonniers de guerre et les prisonniers civils qui sont encore détenus par les forces azerbaïdjanaises et qui sont parfois, pour certaines d'entre elles, mutilées, torturées, voire tuées. Donc on n'en connaît pas encore le nombre exact et c'est la première chose, c'est de réconforter les familles dans un sens ou dans l'autre. Soit ils sont vivants et récupèrent leurs gosses, soit ils sont morts et ils arrivent à faire un deuil. Et c'est ça pour l'instant. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on puisse vraiment
tout expliquer de ce qui s'est passé sur le terrain. Mm. D'un point de vue moi, je pense que ce qui s'est passé dans les couloirs des chancelleries russes, etc., c'est que les 3 cessez-le-feu sur lesquels s'étaient mis d'accord, contrairement à ce que dit M. Le Drian en disant ni les Arméniens n'ont respecté le cessez-le-feu, ni les Azéris, c'est faux, c'est les Azéris qui ne l'ont pas respecté, parce que quand Aliyev sortait du bureau de Poutine, il prenait le téléphone, il appelait Ankara, et l'autre lui disait non, tu fais pas cessez-le-feu, tu continues sur le terrain, et une fois qu'on aura une bonne assise sur le terrain, on négociera en position de force. C'est ça qui s'est passé. Et c'est pas autre chose. Voilà. Et le cessez-le-feu, il s'est fait parce qu'il n'y avait aucune aide internationale. C'est-à-dire qu'on a totalement laissé massacrer les Arméniens. Il y avait 8 pays directement ou indirectement engagés contre l'Arménie. Oui. Directement, c'est la Turquie, l'Azerbaïdjan évidemment. Ce qu'on appelle gentiment les supplétifs ou les mercenaires, parce que la rhétorique elle change selon les situations, sont des djihadistes, des anciens de Daesh, pour certains, et des Turkmènes qui ont les mêmes de Syrie qui ont descendu le fameux bombardier russe, c'est ceux-là. Et le Pakistan, et indirectement l'Ukraine, la Géorgie, qui a laissé allègrement passer toutes ces bonnes personnes et le matériel, Israël qui a fourni sans retenue pour des raisons pragmatiques, elle géopolitiquement, parce que l'Azerbaïdjan est voisin de l'Iran. Et voilà. Il m'en manque et la Russie. Et la Russie a laissé faire. Et la Russie, je pense qu'elle a voulu punir après. Parce que c'est quand même une grande responsabilité pour la Russie. Elle a voulu punir Pachinian parce que Pachinian, il a écarté ses copains oligarques et gangsters du pouvoir. Il a voulu naïvement et courageusement d'ailleurs instaurer une démocratie. Hein. Et naïvement, il s'est dit, parce qu'il a été élu l'homme politique de l'année sur Forbes, quand même, cet homme, c'est pas n'importe quoi. Et il s'est dit, démocratie égale soutien européen et démocratique venu de l'Europe occidentale. Et par ailleurs, c'est une situation très difficile pour Pachinian aujourd'hui, parce qu'on se souvient de ce souffle de révolution qui a eu lieu en Arménie, et aujourd'hui, le fait qu'il ait signé le cessez-le-feu et donc dans un cadre de défaite lui rend la tâche difficile aux yeux des Arméniens. Est-ce que ça ne met pas aussi en péril le régime en place aujourd'hui en Arménie? Certainement, je pense qu'on peut compléter ce que vous disiez tout à l'heure de la manière suivante, c'est que quand les pays occidentaux ne sont pas venus au secours des Arméniens, ils ne sont pas venus au secours de l'une des rares démocraties dans la région. Si vous regardez une carte, vous ne trouvez pas beaucoup de démocraties. Il y a la Géorgie et l'Arménie, ce sont des démocraties évidemment très imparfaites, mais enfin, c'est ce qui se rapproche le plus de démocratie. Et donc, quand l'Union européenne, notamment les États-Unis, ne sont pas venus au secours du peuple arménien, c'est pas seulement, évidemment, d'un peuple agressé qu'on s'est lavé les mains, mais c'est aussi d'institutions démocratiques qui sont mises en place à la suite de ce qu'on appelle une révolution de velours, qui a lieu il y a 2 ans et demi et qui a porté au pouvoir Nicole Pachinian. Maintenant, il est évidemment en difficulté, parce qu'il a signé un cessez-le-feu humiliant, de toute évidence. Il n'a pas vraiment eu le choix, parce que le rapport de force sur le terrain, vous l'avez dit, était très défavorable. Je pense qu'il n'y avait vraiment pas d'alternative. Enfin, je ne sais pas comment tu vois les choses, mais pareil. On ne sait pas combien de morts à l'heure d'aujourd'hui. Du côté arménien, il y a des chiffres officiels, il y a des estimations. J'ai entendu entre 8 et 10 000. Mais du côté azéri, il y a absolument un blackout total sur le nombre de morts. Donc il ne faut pas oublier, je le dis, c'était évident dans ce qu'on a dit, que l'Azerbaïdjan est une dictature qui est aux mains de la même famille depuis la fin des années 60, donc depuis l'époque soviétique. Le père d'Ilham Aliyev, Gaïdar Aliyev, est arrivé au pouvoir comme secrétaire général du Parti communiste d'Azerbaïdjan dans la première moitié du mandat de Brejnev, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1969, donc ça nous ramène à très loin. Donc c'est un pays qui est aux mains d'une même famille depuis très très longtemps et qui a accaparé complètement les ressources, notamment en hydrocarbures de cette région. Donc c'est une dictature. Voilà. C'est une dictature et donc elle ne communique pas notamment sur le nombre de morts parce que ça créerait évidemment des remous. L'ambiance en Azerbaïdjan, c'est une ambiance qui consiste à fêter la victoire militaire, mais personne ne sait encore à ce jour précisément quel a été le prix de cette victoire militaire en termes de morts de jeunes Azerbaïdjanais également. Sachant aussi que dans les jeunes Azerbaïdjanais soldats, il y a des appelés qui sont des minorités taliches, qui sont 1 million en Azerbaïdjan, et des minorités aval, qui sont pas loin d'être 1 million non plus. Et il est avéré que c'était eux qui étaient en première ligne, quoi. Parce qu'il fait d'une pierre deux coups, il affaiblit ces minorités. Et voilà, donc évidemment qu'il ne va pas dire. Et puis il y a sûrement des Azéris qui sont morts, mais ils ne communiqueront pas sur les chiffres. À moins qu'un jour, un beau jour, il y ait un régime démocratique qui s'installe et qu'ils ouvrent les dossiers et qu'ils arrivent à ça. Mais pour l'instant, avec eux, il n'y a aucune chance qu'on sache vraiment ce qui s'est passé, quoi. Aucune. Sans parler des armes à sous-munitions qu'ils ont utilisées, qu'ils nient d'avoir utilisées, alors qu'on a les photos, on a les images.
des bombes au phosphore, ils ont brûlé des forêts entières parce que les soldats arméniens C'est ça. s'y cachaient. Ils ont utilisé des bombes à fragmentation dans les C'est villes. ça. Et, C'est pour et- ça que tout à l'heure sur les tranchées, voilà, c'est Il y a eu les deux en fait, c'est une bien forme sûr, de guerre qui ressemble à une guerre classique avec tranchées, mais mais pas que, évidemment mais avec pas les que. drones et les armements très mais je crois modernes. qu'ils ne s'attendaient pas à ça, vraiment. Et en plus, ils le disent, certains d'entre eux disent, ils nous l'ont dit, on ne les a pas crus. Ils ne Mm. s'attendaient pas à voir 250 drones arriver dans le ciel d'un coup, quoi. Mm. Mm. Sans parler des drones kamikazes, des drones bombardiers, des drones de Mm. surveillance. Ouais. Mm. Alors on a vu en France évidemment une immense émotion dans ce qu'on peut appeler la communauté arménienne, mais qui l'a dépassée puisque j'ai moi-même signé un texte très collectif, hein, même transpartisan, pour demander à ce que la France notamment prenne des positions plus fortes sur cette question avec une reconnaissance hein, du Haut-Karabakh, même s'il y a un enjeu, on le sait, c'était un peu aussi sur ça que je voulais vous interroger, c'est à la fois qu'est-ce que vous auriez aimé que la France puisse avoir comme parole et comme place, et aussi sur cet enjeu de reconnaissance du Haut-Karabakh, comment est-ce qu'on répond à une question qui est une vraie question sur le tracé et les frontières, puisque nous n'avons pas aujourd'hui de base, comme on peut en avoir par exemple, je prends un exemple bien connu qui est celui de la Palestine, où on sait qu'on a des frontières qui correspondent à des prises de position internationales validées par l'ONU et qui donnent en tout cas une hypothèse de frontière. Là, sur le Haut-Karabakh, on n'est pas du tout dans la même situation, ce qui nous pose un problème évidemment stratégique. Et c'est ça qu'il fallait négocier, c'est ça qu'ils n'ont pas fait. Le fameux groupe de Minsk pendant 20 ans, c'était ça la négociation qu'ils auraient dû mener. Et c'est ça que les Azéris, au dernier moment, n'ont pas voulu mener parce qu'ils savaient leur force militaire supérieure. Et ils l'ont fait à l'ancienne, quoi, comme on dit. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des districts qui sont, voilà, qui sont habités par des Arméniens depuis des millénaires. Et puis, dans les années 30, 40, les Azéris se sont mélangés un peu à la population locale, mais il y a des traces de la présence arménienne. Enfin, je veux pas argumenter comme ça parce que ça fait argument sentimental en parlant des pierres, mais il y a des traces des Arméniens depuis 2000 ans avant Jésus-Christ là-bas. Il y a des Klanaguets qu'ils ont redécouvert là-bas, il y a 70 hectares, une ville enfouie. Enfin bon, c'est pas de ça que je veux parler. C'est-à-dire que s'il y a une population qui s'installe à un moment donné, qui est là et qui doit vivre, qui doit cohabiter, qu'elle le fasse. Là n'est pas la question. La question, elle est qui gère la région. C'est sous l'égide de qui? Du gouvernement arménien, parce que nous, on a vécu, les Arméniens du Ralapar, de l'Artsakh, ils ont vécu sous l'égide des Azéris. Moi, j'étais au Ralapar. J'ai été visiter un théâtre, c'était très joli d'ailleurs et très triste, parce que j'étais au théâtre et ils avaient tous et toutes 60 ans en moyenne d'âge. Alors j'ai dit qu'est-ce que vous allez faire? Il dit on va faire Roméo et Juliette. Super. Et je dis qui c'est qui va faire Juliette? C'est moi. Et Roméo, la fille avait 55-60 ans. On peut, mais j'ai dit mais il n'y a pas de jeunes acteurs. Il dit ils ne renouvellent pas. L'État azéri ne renouvelait pas. C'était toutes des petites brimades comme ça quotidiennes où les gens, ils à un moment donné, tu dis, bon, bah, si on doit vivre ensemble, faites que la chose soit juste pour tout le monde, quoi. Voilà. Tu vois, à mon avis, l'objectif stratégique de très long terme, il est basé sur le constat suivant, qui est que les démocraties se font pas la guerre, ou se font moins la guerre. Autrement dit, si l'Azerbaïdjan avait été une démocratie plutôt qu'une dictature, il n'est pas dit qu'on se soit sorti de tout ça sans une guerre, mais je pense que les chances statistiquement ont été beaucoup plus fortes que ça passe par la négociation et que, quelles que soient les inimitiés, y compris les haines, etc., que tu as très bien décrites, que malgré cela, si l'Azerbaïdjan avait été une démocratie, peut-être que les conditions de la négociation auraient été peut-être plus favorables, certainement. C'est sûr. Et donc la conclusion de ça, y compris ça nous renvoie à nos thèmes internationalistes, etc., c'est qu'il faut évidemment soutenir la société civile azerbaïdjanaise, et en particulier les milieux des droits de l'homme et les milieux dissidents qui sont eux aussi réprimés par leur propre gouvernement. Évidemment, il faut espérer que ce qui s'est passé en Arménie se passe également sous des modalités qui sont diverses, bien entendu, parce que ce n'est pas les mêmes histoires, en Azerbaïdjan, de sorte à ce que le dictateur actuel soit renversé et que, évidemment, je rêve là, mais qu'à moyen terme, disons, certainement pas à court terme, à moyen ou long terme, se mettent en place là aussi les conditions d'émergence d'institutions démocratiques. Ça, c'est un objectif stratégique de long terme et qui fera que on pourra baisser la tension d'un cran, que bien sûr l'enjeu des hydrocarbures continuera à exister, encore qu'avec l'épuisement du pétrole et du gaz naturel, comme tu sais, l'importance de ces facteurs-là va aller en déclinant, et donc l'Azerbaïdjan en fait s'est armé au cours des 20 dernières années en transformant son pétrole en armes. Et le pétrole, il va venir à manquer rapidement.
dans pas si longtemps que ça. 6-7 ans. Voilà, 6-7 ans. Tu vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mené la guerre maintenant. C'est un des facteurs qui explique qu'ils sont allés plus vite que ce qu'on pensait. Tu vois. Donc ça, c'est l'objectif de long terme. Et est-ce qu'ils n'ont pas est-ce qu'ils sont pas aussi allés vite en raison de la démocratie dont tu parlais qui s'est installée c'est une possibilité. En même temps, ça c'est une possibilité. Moi, je ne suis pas assez un connaisseur de la vie intérieure de l'Arménie pour déterminer. J'avais l'impression avant cette guerre que l'armée était une institution qui tiendrait le choc en cas de guerre. Et puis manifestement, ce n'était pas le cas. Tu vois. Je pense que c'est deux problèmes séparés, la question de la révolution de velours d'un côté et la question de l'efficacité des forces armées. Quoi. Mais de toute évidence... Non, je ne parlais pas des forces armées, mais de l'attaque... de l'Azerbaïdjan. Oui, c'est ça. Est-ce qu'au fond, Pachinian n'était pas un interlocuteur plus intéressant, notamment pour l'Europe, mais pas seulement, et qui permettait peut-être de faire avancer différemment la diplomatie ou pas du tout? Je pense que ça a été surtout la pression de la Turquie qui ont fait que les Azeris sont entrés en guerre. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient ce soutien. Ah ouais, sinon ils ne seraient pas venus. Et je pense que si Poutine n'avait pas donné son feu vert et à Erdogan et à Aliyev, il ne serait pas entré dans la danse. C'est-à-dire qu'il y a eu un deal. Et là, ils ont ouvert la route entre Merli et ils font passer le pipeline maintenant directement entre le Ralapar en coupant la petite bout de terre qui relie la seule frontière qu'on a, qui n'est pas bloquée c'est celle de l'Iran. Ils ont ouvert une route de 5 km de large et là va passer un nouveau pipeline. Et puis il y a l'enjeu de l'autodétermination et de la reconnaissance par le Parlement. Alors ça c'est tout un sujet. Évidemment que la reconnaissance... Donc, le Sénat la semaine passée, jeudi, a voté à la quasi-unanimité en faveur d'une résolution qui invite le gouvernement français à reconnaître le Haut-Karabakh. Et donc jeudi, là, l'Assemblée nationale va se prononcer sur le sujet. C'est évidemment pas une solution miracle. Personne ne pense parce que la France aura décidé de reconnaître... Mais d'abord, ça place les populations sous la protection du droit international. Le droit international, c'est un droit relativement faible, mais ce n'est pas un droit inexistant. Donc ça permet quand même de faire des choses. Ça consiste également à faire reconnaître l'Artsakh, donc le Haut-Karabakh, comme un État à part entière. Ce qui est reconnu, ce n'est pas un peuple en droit international, c'est des États. Donc ça veut dire que cet État participerait désormais au concert des nations, comme on dit, et donc entretiendrait des relations diplomatiques avec toutes sortes d'autres pays alentours, mais aussi plus loin. Et puis il y a un troisième élément, c'est que ce que tu évoquais, le groupe de Minsk qui a géré les négociations depuis 20-25 ans, et donc avec un trio de présidents qui sont la Russie, les États-Unis et la France, a quand même fait la démonstration de son incapacité à faire avancer quoi que ce soit, ça on est d'accord. Et donc il faut changer de modalité et de stratégie. Il faut essayer de faire les choses différemment. Et moi, il me semble que la reconnaissance par la France de cette enclave du Haut-Karabakh aurait pour vertu de lancer la discussion sur la scène internationale, permettant notamment à d'autres pays, parce que la France, après tout, c'est pas n'importe quel pays, c'est quand même un grand pays, et bien eux aussi de se saisir de cette revendication et de faire en sorte petit à petit de construire un rapport de force qui ne serait pas un rapport de force militaire, mais qui serait une discussion relevant du droit et d'enjeux de justice. Donc évidemment, encore une fois, c'est pas une baguette magique, mais c'est un élément parmi d'autres aspects du rapport de force qu'il faut construire et qui aiderait vraiment. Et juste, si je peux permettre, un dernier point, c'est que ça nous raccorde aussi à des vieilles revendications de la gauche. L'enjeu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un enjeu qui, à gauche, est évidemment fondamental, qui est une revendication aussi bien de Wilson, disons la gauche réformiste, que de la gauche révolutionnaire, Lénine. Bon, j'ai relu à l'occasion de cette guerre tous les textes de Rosa Luxembourg, de Lénine, des austro-marxistes sur cette question-là. C'est des gens qui avaient très bien compris et qui seraient intervenus intelligemment dans le contexte actuel, parce que c'est véritablement un enjeu que la reconnaissance des peuples comme étape vers un internationalisme. Surtout qu'il y a eu un référendum. Au Haut-Karabakh, il y a eu un référendum qui a été remporté largement en faveur de l'autodetermination. Qui n'a pas été entériné. C'est un point d'appui qui est un point d'appui. Le Haut-Karabakh est une démocratie, contrairement à... C'est un endroit où les élections font une différence. Donc une élection peut décider du sort d'un président. Tu parlais justement du point de vue de la gauche, mais on sait que la droite se saisit pas mal du sujet et on peut avoir un peu le sentiment que dans la communauté arménienne, la dominante est plutôt du côté droit, mais peut-être que c'est une vision d'optique fausse, Simon. Non, il y a des prises de parole qui sont, moi je pense, sincères, et parfois non. Il y a des angles qui sont des angles plutôt religieux et comment dire, civilisationnels,
plutôt que géopolitique et droit international. Mais pour l'instant, c'est vrai que on a beaucoup entendu les gens de la droite s'emparer du sujet, ouais, c'est vrai. Et le transformer en une guerre de civilisation. C'est ça, c'est c'est ce ça, que tu dis, C'est très ce intéressant. que- D'où l'importance de la parole de la gauche Mais pour évidemment, resituer exactement. dans un objectif qui est un objectif géopolitique et d'autodétermination des peuples. Et aussi de reconnaissance d'un massacre, parce que les conditions de la guerre, c'est une guerre où on a d'un seul coup enfin, c'est pas d'égal à égal, si on peut dire. Non, quoi. non. C'est pour ça que je parle de massacre. Bien sûr, c'en est un peu un quand même. Ben oui, c'est ce que je pense. Mais enfin, pour revenir à cette histoire d'approche civilisationnelle, tout ça, moi j'y crois pas. C'est juste, comment dire, c'est presque plus des guerres de mythologie, presque pour moi, de mythologie démocratique, de mythologie dictatoriale, de choses comme ça qui s'imposent. C'est pas du tout. Moi, je mets au défi de mettre des gens à poil et de dire s'ils sont ceci, ils sont cela, quoi. Pour moi, ça veut rien dire. Après, c'est vrai qu'il y a des appuis dans certains mondes, comme dans le monde turc, où ça s'appuie sur ces mosquées, sur ces imams, qui sont nombreux en France, nombreux dans les pays ex-soviétiques, Turkménistan, Daghestan, pas Daghestan, enfin, Kirghizistan, voilà, où les Turcs sont très 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 présents. C'est-à-dire que c'est un levier, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre que ça, la religion aujourd'hui. Ce qu'on parle de l'islam, quand on parle de l'islam politique, c'est un levier. Et le retour de ce levier-là, c'est dire aux imams, ben vous pouvez éduquer comme vous voulez, tant que vous ne foutez. C'est ce qu'a fait Atatürk, hein, avec son clergé. Et c'est ça aussi le double tranchant de l'histoire, c'est qu'à un moment donné, on lui dit s'il y a du donnant-donnant, quoi. Il y a du donnant-donnant. Moi, j'ai fait pratiquement toutes les manifestations avant le confinement qui se sont faites en soutien aux Arméniens pendant la guerre. En fait, c'était pour l'essentiel des drapeaux arméniens, ou ce genre de drapeaux, mais il n'y avait pas du tout les bannières de la gauche traditionnelle telles qu'on peut les voir dans d'autres manifs qu'on fait par ailleurs, tu vois. Et alors, c'était étonnant. Il y a eu la tribune que tu as signée, il y en a eu une ou deux autres, mais en effet, la dominante, il me semble, dans les soutiens de la communauté arménienne, c'est plutôt du côté de gens qui, par ailleurs, peuvent faire leur travail de journaliste, hein, mais c'est plutôt du côté de la droite, du Figaro, etc. Alors, évidemment, ils ont leur point de vue, mais il s'agirait que la gauche, à mon avis, se réveille un peu et essaye de faire en sorte de coder ou de représenter ce conflit autrement que comme une guerre entre musulmans et chrétiens et prennent la défense du seul peuple chrétien qui se trouve sur place. La difficulté, évidemment, comme la gauche ne se manifeste pas beaucoup, c'est que les Arméniens se tournent en direction de ceux qui les soutiennent et qui sont ceux qui les écoutent et ceux qui les défendent, et c'est vrai qu'ils les défendent et qu'ils les écoutent, et qui sont plutôt des secteurs de la droite. Ouais. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité malheureuse, mais il faut simplement la constater, quoi. Alors tout espoir n'est pas perdu. Ou la contredire. Ou la contredire. Quand même. Tout à fait, non, bien sûr. Ou l'améliorer. Oui, non, la contredire au sens, tu vois, Ouais, dans les actes. Bien sûr, ça renvoie à tout l'embarras qu'on a vis-à-vis de cette question. On l'a aussi à propos d'autres problématiques sur la question religieuse aujourd'hui à gauche, mais il faut essayer d'éviter, comme tu l'as très bien dit, de coder ce conflit comme un conflit religieux et le penser en des termes plus traditionnels qui sont ceux de la gauche, qui est en termes d'impérialisme, en termes de guerre, en termes de lutte pour l'appropriation des ressources, en termes de destruction environnementale. Donc, vous avez évoqué les armes tout à l'heure au phosphore qui avaient été balancées sur le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, c'est une région magnifique, où il y a des forêts, des montagnes, enfin, c'est magnifique, c'est vraiment une région magnifique. Il n'y a pas de pétrole là-bas, par contre, c'est très très beau. Et une partie de l'armement qui a été utilisé par les Azerbaïdjanais, c'est un armement qui détruit les forêts, quoi. Et donc il y a toute une dimension environnementale aussi à ce conflit, sur laquelle on reviendra bien plus tard, parce qu'on n'a pas encore les chiffres en termes de destruction et tout, mais ça va venir. Hein. Il va y avoir des commissions des Nations Unies pour aller évaluer les dégâts à la biodiversité sur place. Donc c'est dans ces termes-là qu'il faut parler de ce conflit, je pense. Quand tu vois comment est enclavé justement le Haut-Karabakh et l'Arménie elle-même, elle est enclavée. C'est toute une pensée aussi qui s'est enclavée dans le monde autour occidental et russe, etc. C'est-à-dire, arriver à désenclaver cette pensée-là qui consiste à dire c'est des musulmans, mais des chrétiens, c'est faux. Même si, je le répète,
il y a beaucoup d'appui de la part des Oui, gouvernements bien sûr. turcs et azéris qui s'appuient là-dessus. La C'est preuve, partie de ils ont leur fait diplomatie, bien sûr. voilà. Mais les Russes, par exemple, ils sont restés comme ça, ils sont orthodoxes, ils sont Oui. les chrétiens d'Orient, ils sont. Et je pense que le facteur de la chrétienté en Occident, voilà, n'est plus ce qu'elle était au 19e siècle. Il faut s'asseoir de travers et parler droit, comme disait ma grand-mère. C'est plus la même chose. Donc, essayer de faire un revival de ça, on sait d'avance que c'est perdu. C'est pas ça qui marche, c'est pas ça qui va nous convaincre. C'est vraiment s'asseoir et discuter ensemble communément. C'est-à-dire que nous, on peut pas prendre l'Arménie, la déménager à côté de la Suisse. Ce serait bien, hein. On se ferait un petit Ça ferait plaisir à Razmig. Oui, du coup, ce serait tout près. Ce serait bien. Mais nous, nos voisins, c'est les Turcs, c'est les Azéris, c'est les Russes et c'est les Iraniens et les Géorgiens. Donc à l'intérieur de ça, la seule chose qu'on va pouvoir faire pour parler avec eux, c'est d'être fort. Fort démocratiquement, fort économiquement, fort au point de vue des institutions voilà, qui sont la justice, l'armée, la police, etc., qui font un état de droit, l'impôt. L'impôt. L'impôt, le peu d'impôts qu'il y avait, les mecs, ils se les ont mis dans les fouilles, ceux qui étaient avant Pachinian. Le mec, il s'est acheté une île, l'ancien président, il s'est acheté une île, le gars, quoi. Il y avait un des généraux qui était là avant, qui s'est pris les aides et les ambulances qui devaient partir au front, on les a retrouvés parce qu'il nourrissait ses tigres et ses ours dans sa maison, le gars. La nourriture qui devait partir au fond. On en est là, quoi. C'est-à-dire qu'on est au Moyen-Âge, quoi, parfois dans le comportement de certains de nos dirigeants antérieurs. Donc, quoi qu'on dise sur ce président, quoi qu'il se passe, qu'il fasse des élections anticipées ou pas, il a ouvert une voie qui s'appelle la voie de la démocratie. Et cette voie, chez les Arméniens, ne se refermera plus jamais. Jamais. Ils ne voudront plus jamais d'un gangster qui vienne gérer leur pays. Jamais. Et je pense que la diaspora arménienne n'a jamais été aussi construite, forte, pensante, organisée et réactive et généreuse et à l'écoute du monde par le biais et le prisme de leurs propres blessures. Il y a un poète arménien qui disait nos blessures sont nos livres. Oui, mais le livre qui va vers l'autre, qui tend vers l'autre, qui embrasse l'autre, qui écoute l'autre. C'est pour ça que je pense qu'ils devront le faire et qu'ils vont le faire, c'est que les Arméniens devront se tourner vers l'Asie à un moment donné, plutôt que de regarder vers l'Occident. C'est fini l'Occident. Cette chose qui vient, cette aide qui vient, qui est basée que sur de la thune, du commerce et du profit. Les premiers tweets, les premières déclarations de Le Drian, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a dit « Nous avons une longue amitié ». Avec les Arméniens. Avec les Azéris et des intérêts économiques pour les industries françaises et européennes. C'est ça qui l'a marqué. Et c'est ça qui nous a fait réagir, Robert Guédiguian, moi et Serge. On a écrit une lettre à Le Drian, après moi j'en ai écrit une deuxième derrière. T'as envie de dire de quelle nature ton amitié avec les Azéris et longue depuis quand? De quelle nature est, toi qui es député français, tu es dans l'association France-Azerbaïdjan? C'est quoi la nature de ta relation? Et c'est quoi, qu'est-ce que toi tu donnes? Voilà, tu ouvres certaines portes de ton pays, de tes institutions. Et c'est quoi la contrepartie? Moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la contrepartie? Quand on est ami avec l'Azerbaïdjan, c'est quoi? Quand on est député français, c'est quoi la contrepartie? Moi, j'aimerais bien savoir ça. Et ça met en colère beaucoup plus que les faux filades d'un ministre des Affaires étrangères. Ça met autant, voire plus en colère. Cette amitié que je voudrais que l'on m'explique, c'est quoi la nature de ton amitié? C'est tout. Ces peuples, à long terme, ils vont devoir apprendre à vivre ensemble. Ça, c'est l'objectif stratégique de long terme, quoi. Et il faut que les Arméniens, parce que c'est déjà une démocratie et il faut espérer qu'elle le reste, et je suis d'accord avec ce que tu dis, développent aussi un discours en direction de la société civile des autres pays du Caucase. Et c'est que le jour où il y aura une véritable révolution aussi vite que possible dans les pays alentours, et en particulier en Azerbaïdjan, une révolution démocratique, donc où la société civile pourra véritablement prendre le dessus sur ses propres oligarques, que peut-être les conditions de possibilité d'une sorte de paix durable dans la région. Il se trouve que je viens de lire une excellente histoire du Caucase au XXe siècle qui vient de paraître là, et tu vois à quel point cette région est tourmentée par notamment l'instrumentalisation des différences ethniques et religieuses à des fins géopolitiques, par des grandes puissances, par des moyennes puissances, etc. Et c'est vraiment une histoire dramatique depuis tout le XXe siècle et même avant, quoi. Mais c'est aussi une région qui est riche de sa pluralité et qui un jour, on peut espérer qu'un jour tout ça se transforme en une région
pourquoi pas prospère, à l'articulation de l'Ouest et de l'Est. Je pense que ce que tu dis est tout à fait vrai. Peut-être qu'on va se tourner vers l'Est, peut-être que ça va être une sorte de seuil de passage entre l'Ouest et l'Est sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel. Évidemment, on en est loin parce qu'on sort à peine d'un conflit dévastateur et que ce conflit met en péril la jeune démocratie arménienne, qui a une sorte de nécessité aussi de mettre en place des conditions pour qu'un sentiment de justice puisse émerger à l'intérieur de chacun des pays, mais aussi entre les pays, quoi. Donc, et la diaspora est très mobilisée? Très, Très, hein, ouais. très, très. Et très soudée, j'imagine, depuis... Soudé, je sais Soudé, pas. c'est un bien grand mot. Soudé, c'est un... Allez-y, soudé, c'est un bien grand mot. Non, mais nous, on a un proverbe chez nous où tu dis il y a 2 Arméniens, il y a 3 partis politiques, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ça fait la force aussi, mais soudé, je sais pas, il y a beaucoup de doutes, en fait. Les gens, en ce moment, les Arméniens, c'est comme toute communauté humaine, il y a quelque chose, il faut l'objet sacrificiel, il leur faut une tête. Il faut qu'une tête soit coupée, donc voilà, pour l'instant, c'est celle de Pachinian qui veulent, mais je pense qu'il y a du doute aussi parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. La seule chose qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'envois de biens, d'argent, de soins, et puis d'humanitaire en fait. L'humanitaire, c'est en train de s'organiser aussi pour pouvoir réunir des peuples quant à l'utilisation des armes prohibées par Genève, quoi. Et on les a, malheureusement, qui sont les stigmates des corps de nos soldats en Arménie, quoi. Et voilà. Bon. Merci beaucoup. Merci et en fait, je me dis que on a une conversation qui n'est pas sur un conflit passé, mais sur quelque chose d'extrêmement durable. C'est ce que vous avez dit. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, notamment à gauche, on se mette en situation de produire un discours et des propositions géopolitiques qui permettent de tenir une ligne qui n'est pas celle du choc des civilisations, qui n'est pas celle d'un ancrage. Voilà, qui n'est pas celle de cette histoire-là, qui est une autre histoire fondée sur la démocratie, l'autodétermination et la sortie aussi, vous l'avez très 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 bien dit, de rapports internationaux qui sont fondés sur l'argent, sur l'exploitation des ressources et des préoccupations financières qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'intérêt des populations. C'est un peu autour de ça qu'on arrive après ce moment de discussion. Merci beaucoup. Merci et à toi. à très bientôt. Et je termine en disant que vous pouvez aller voir Simon au théâtre, puisque ça va réouvrir à partir du 17 au Théâtre de Paris, dans une pièce qui s'appelle Le dernier jour du jeûne, jusqu'au 3 janvier. 3 janvier. Ouais. 17 décembre, 3 janvier, on a une fenêtre de tir, mais après ça rejouera. Ça rejouera la saison d'après. On avait joué 3 mois, ça s'est annulé comme tout le monde, et puis voilà, quoi. Ouais, mais enfin on est quand même heureux de se projeter en disant qu'on peut aller au théâtre et en particulier te voir. Merci à vous deux. Merci à toi.